Bon, ben Jean-Luc a... En fait, c'est venu d'un texte que Jean-Luc a écrit sur le film précédent qui s'appelle Paria, et où il écrivait sur les corps dans le film. Et j'ai lu L'intrus dans le métro. C'est un livre assez court, j'avais un voyage assez long et je l'ai lu d'une traite dans le métro. D'ailleurs, je pense c'est pour ça qu'il y a des métros dans le film, je pense aussi, que j'ai retrouvé cette rencontre avec le livre qui est à la fois extrêmement intime, mais d'une intimité presque impudique, quoi. Et en même temps, totalement public. C'est que le corps, comme intimité et comme objet public, en même temps. Et j'ai très vite eu envie de travailler ce texte sur un plateau de théâtre avec 6 ou 7 comédiens. J'en ai parlé à Elisabeth et on a commencé à faire un peu un travail de plateau avec le livre. Mais pour préparer ce travail de plateau, donc pour le théâtre, avec le texte, l'idée c'était d'aller filmer comme il s'agit de l'arrivée de l'étranger au début. Les 2 premières pages concernent l'arrivée de l'étranger. Qu'est-ce que c'est que faire intrusion? L'étranger est nécessairement un intrus, entre guillemets. Et cette idée de l'intrusion est très importante, qu'on ne peut pas empêcher l'étranger d'être un intrus. C'est par le fait même qu'il fait intrusion, qu'il reste étranger, qu'il est étranger, et de lui interdire cette intrusion est une manière de lui interdire sa culture, son âme, son espace, son temps. Et donc on est parti de ça et d'une série de vidéos qu'on a faites pour préparer le travail de théâtre avec des demandeurs d'asile qui sont donc des, entre guillemets, personnes intruses qui attendent d'être greffées à nous, quoi, à la France. Donc Elisabeth a fait déjà toute une série de rencontres pour qu'on puisse faire ces vidéos. En faisant ces vidéos, on s'est rendu compte qu'il y avait un film incroyable à faire, donc de prolonger les rencontres après. Oui, puis il y avait un élément un élément dans le début de la recherche, dans ces lieux d'attente, où les gens sont là en attente, peuvent attendre du matin jusqu'au soir, ne serait-ce que de savoir où ils vont dormir le lendemain. Et c'est que les personnes ne voulaient pas qu'on filme leur visage, donc le visage restait hors cadre. Et on pouvait filmer leur corps, donc les mains, les jambes et le torse. Et c'était assez impressionnant d'avoir des personnes qui ne peuvent pas... Enfin, c'est un danger pour eux que leur visage soit à l'image. Et en même temps, parlant. Donc il y avait cette situation-là d'être à demi présent. C'est-à-dire qu'il y avait une présence étrange qui est d'être filmé la tête coupée, quoi. Et donc le livre aussi de Jean-Luc qui est l'ouverture de cette cage thoracique. Et la cage thoracique était très présente dans ce plan, dans cette façon de filmer. Et donc voilà, parce que je pense que c'est important de dire que quand on a commencé le livre L'intrus, on a pensé que c'était sur la demande d'asile, enfin pas sur la demande d'asile, mais sur l'arrivée d'étrangers, parce qu'il démarre comme ça. Et au bout de 2 pages, hop, il part sur l'intrusion d'un corps étranger. Donc voilà, sur sa greffe. Et c'est ce discours, cette pensée-là autour de ça qui nous a amené, après ces premières rencontres sur cette attente, c'était très... voilà. Naturellement, on est allé à la rencontre de cette situation, de cette espèce d'espace comme ça, aussi de non-visibilité. Ça nous intéressait. De la même manière qu'une cage thoracique, normalement, on ne voit pas l'intérieur. Jean-Luc, c'est presque un documentaire de l'intérieur de son corps, qui rend visible et ça devient un corps public, un corps ouvert aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que les zones d'attente, beaucoup de lieux, ou même les domiciliations, ou beaucoup de lieux comme le CAFDA ou la CIMAD, etc., sont des lieux quand même clos, fermés. D'autant plus Roissy. C'est intéressant d'amener une caméra, enfin, même si ça c'est tout... dans des lieux de non-visibilité. Ça, c'était intéressant d'en ramener des images de là.
Alors justement, au départ, il y a cette idée d'enquête que vous avez principalement menée. C'est vrai que vous abordiez l'idée de ce corps étranger, et dans le livre de Jean-Luc Nancy, il y a aussi cette idée de rejet. Et alors, ce que je voulais savoir justement, comment on fait pour aller au devant et enquêter dans ce monde qui n'est pas visible et qui est sujet justement principalement à cette idée de rejet. Comment on apprivoise et comment vous avez fait, vous, pour apprivoiser tout cet univers? Ben écoute, je pense que dans la rencontre, il y a deux mouvements. Il y a effectivement le mouvement d'aller à la rencontre de l'autre, la démarche, et puis comme il y a aussi la démarche d'être approché. Et je crois que les deux sont très importants. Parce qu'il ne s'agissait pas d'être là en observateur extérieur, qui observe, tiens, comment c'est un demandeur d'asile, lui poser des questions, etc. Mais c'est comment moi je me situe dans cette situation, d'être avec eux, parce que c'est chez nous que ça se passe. Alors justement, dans la notion d'enquête, il y a aussi cette idée d'être en quête de quelque chose. Voilà, enquête. Vous-même. Voilà. Et... Il y a deux mouvements, il y a deux périodes. Il y a la première période qui est l'enquête, parce que je connaissais rien à la demande d'asile, donc qui est une enquête effectivement où enfin, un certain nombre d'informations, en tout cas sur le fonctionnement juridique, ainsi de suite, et où d'ailleurs la plupart du temps les demandeurs d'asile pouvaient me prendre pour une travailleuse sociale ou une journaliste, et donc ça prend beaucoup de temps avant qu'ils sachent qui je suis. Même si je disais je viens parce que je suis en train d'écrire un scénario, quand tu débarques d'Afrique et que ça fait 3 jours que tu es à Paris, que tu as une femme qui est là dans une domiciliation, qui s'assoit à côté de toi et qui te dit, voilà, je prépare un scénario sur où on va parler de la demande d'asile, il ne l'entend pas. Donc au début de l'enquête, c'est une enquête, c'est vraiment de l'enquête, et il n'y a pas encore ce rapport où je suis moi en quête de quelque chose. Donc ça prend beaucoup de temps. Il faut sortir de ces lieux. Il faut que ensuite la relation devienne un peu une relation personnelle. C'est-à-dire qu'on se voit dans un bistrot, c'est déjà très différent de rencontrer quelqu'un dans un bistrot et de dire voilà, on fait un film. Là, il l'entend différemment. Ou bien d'aller le rencontrer dans son squat, ça c'est encore. Ou bien d'inviter à la maison autour d'un repas. Et là, effectivement, ta quête commence. Sinon, c'est l'enquête seulement. Et la quête, effectivement, de moi face. Je pense que le film est effectivement, pour moi, la fiction qui est ressortie de tout ça, c'est toutes ces impressions. C'est pas l'enquête première qui est le socle, la base effectivement de la connaissance, parce que c'est le sérieux du travail. Comme je disais ce matin à Jean-Luc, je ferai un film sur la cueillette des pêches, je ferai la même chose. C'est pas parce que c'est sur les demandeurs d'asile que ça devrait, voilà, c'est peut-être plus complexe, et encore, hein, j'en sais rien. La greffe des pêches, tout ça, c'est compliqué. Il y a aussi des greffes. Et après, il y a la quête. Et là, c'est effectivement ma pomme, quoi, hein, qui est... parce que c'est pas évident. Moi, après avoir passé, par exemple, 2 ans avec les Africains, j'ai eu beaucoup de mal de revenir parmi les Blancs. Parce que c'est un autre temps, c'est un autre rapport, c'est un autre regard. On se regarde différemment. Et c'est un autre rapport au monde qui s'est passé pour moi. Aussi, c'est qui est l'autre pour moi. Et comment vous avez procédé techniquement par rapport à ça? C'était avant tout un recueil de paroles, vous avez pris des notes, et puis après vous avez commencé à écrire. Mais il y a d'abord la rage, c'est-à-dire que tu as tes premiers... Enfin, au début, comme je te dis, ils essayaient... Moi, je leur disais, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici. Je ne connais pas l'Afrique. Je ne suis pas là pour juger si vous êtes un vrai ou un faux demandeur d'asile. Alors déjà, il faut vraiment bien parler de ça. Ils ne me croient pas, bien évidemment. Donc, ce qui m'intéressait, c'est comment ils atterrissent sur le territoire français et comment on passe cette frontière. Voilà. De nos pays, ces pays qu'on a tant colonisés, qui parlent français, qui étudient à l'école l'histoire de la France, etc. C'est intéressant. Et puis, bien évidemment, ça se passe de façon très complexe et très, très violente. Et disons que les premiers témoignages, ça prend du temps, ça ne se fait pas dans ces lieux-là. Ces témoignages se font à partir du moment où il y a déjà un rapport d'amitié et presque un rapport amoureux. Ça a l'air étrange de parler comme ça, mais c'est vraiment des rapports amoureux qui se créent tout à coup, parce que c'est très intime, et en même temps j'étais comme leur premier témoin.
C'est-à-dire qu'il me prenait à témoin de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu un... Systématiquement, je parlais et je posais les mêmes questions, presque les mêmes questions, aux primo-arrivants. Comment tu étais reçu? À quel moment tu étais mis en rétention? Enfin, bon, quels étaient les gestes, quels étaient les mots, etc. Et donc, au fur et à mesure de cette enquête, qui déjà est passée à ma quête, je suis en quête, une parole se délie, une parole va sortir, et j'étais des fois en face de personnes qui n'avaient pas parlé depuis 8 mois, qu'elles avaient vécu ce genre de choses, n'avaient pas encore parlé. Je me retrouvais, moi, témoin, premier témoin de cette parole. Et donc, ça a déterminé beaucoup la position dans le film de la parole. C'est-à-dire de tout à coup une adresse. C'est-à-dire ne pas travailler sur la dramatisation de cette parole ou le pathologique et de manipuler cette parole en la dramatisant. Mais non, pas la restituer, mais c'est comme une déposition sur l'écran. C'est ce que j'ai vécu en fait. C'est-à-dire que la manière dont le public la reçoit, c'est la manière dont je l'ai reçue. Enfin, essayer dans la forme que cette parole soit le plus... Voilà, arrive comme ça. Et c'est bien voilà, c'est d'avoir été ce témoin. À un moment donné, vous entendez des paroles comme ça. Il y a beaucoup de colère au début, puis après la colère, eh bien, devient un peu plus intelligente parce qu'il suffit pas d'être en colère. Surtout que eux, ils ont une grande dignité face à ça, et votre colère ne les intéresse pas du tout. Au fond, je veux dire, eux, ils sont brisés, ils sont en morceaux, et ils sont en train de vous dire, je dois récupérer des morceaux là parce que mon identité, elle est... Parce qu'on se dit, un noir qui se fait tabasser à Roissy, ben mon Dieu, il a l'habitude de se faire tabasser. Hein, il y en a beaucoup qui peuvent se dire ça. Ils ont l'habitude, ils viennent d'un pays où ils ont... Mais c'est pas du tout la même violence. Ils s'y attendent pas du tout. Pour eux, c'est le pays des droits de l'homme, c'est... Alors justement, après, dans la formulation et dans l'écriture, comment se joue le passage entre vous deux? Comment, justement, ce premier recueil de paroles et finalement cette première expérience vécue, non seulement par le recueil par les témoignages eux-mêmes, mais aussi par votre propre expérience face au recueil de paroles, comment se passe la transition? Comment se passe l'échange entre vous deux? Je vais te donner tout de suite la parole. Il parle beaucoup, hein. Je lui coupe pas la parole. C'est parce que j'étais au Canada quand j'ai commencé à écrire le scénario. J'ai commencé à me mettre avec le papier 2 ans après le début de l'enquête. Et je ne savais pas du tout par quel bout commencer. Et je me souviens d'avoir écrit à Nicolas, je pense sentir comment va se construire le récit, la fiction. Je pense qu'il va y avoir à peu près 6 ou 7 monologues. Et autour de ces monologues, il y a l'histoire qui va circuler. Voilà. Et j'ai envoyé mon premier monologue de Bibiche à Nicolas. Et il y avait quand même 3 pages. Voilà. À ce niveau-là, et c'est là qu'il m'a répondu. Je voulais juste encore intervenir par rapport à ça. Notamment, je pense que dans le rapport au cinéma que moi j'appréhende assez par rapport à ce que j'ai pu voir déjà des films de Nicolas et votre travail aussi, c'est vrai qu'il y a une attention particulière de la parole et en même temps aussi l'idée que l'image a une importance première et que c'est aussi dans l'aspect de sous-peser l'image et la parole pour lui donner le maximum de force. Et voilà, dans cet équilibre d'image et de parole. Donc c'est aussi, je pense que c'est assez symbolique le travail que vous faites à deux. C'est-à-dire que moi j'ai accompagné Elisabeth dans sa collecte. C'est-à-dire que j'étais là, elle y allait souvent seule, mais j'ai fait tout un trajet au fur et à mesure qu'elle s'approchait, enfin qu'elle entrait dans les choses, je la suivais. Et j'entrais avec elle, et j'amenais souvent une caméra DV, et je filmais. C'est que je proposais toujours un cadre fixe, et puis quelqu'un dans ce cadre qui parle. Donc ces témoignages, cette déposition de la parole dont parle Elisabeth, j'en ai filmé quelques-unes. Elisabeth n'est pas du tout quelqu'un qui ensuite travaille à l'image. C'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est le son, c'est les voix. Donc elle regardait pas,
le résultat, elle l'écoutait et elle retranscrivait. Et en même temps, moi, je cherchais à chaque fois que je filmais une rencontre, cette déposition de la parole, je me rends compte que le moment, que la plupart des partis pris de mise en scène ont été trouvés à ce moment-là. Comment filmer, comment les filmer, comment filmer la parole, comment filmer le silence, comment filmer la présence. C'est des choses qui a fait que très vite, je sentais la nécessité du plan fixe. Parce que moi, j'étais là, comme à pas bouger, à écouter aussi. Le plan fixe permet de regarder, mais d'écouter aussi. Et donc, pendant qu'elle faisait tout ce travail très actif d'écriture, je faisais aussi un travail d'écriture. Je préparais mon propre travail d'écriture. Voilà, dans ce chemin qui était ce chemin d'Elisabeth vers le scénario. Et alors ensuite, la rencontre avec avec les choix de vos comédiens, enfin, si je puis dire, plutôt des gens qui ont d'ailleurs vécu toutes les situations qui deviennent en fait des symboles même de tout ce recueil de paroles préalables. Comment s'est passée la rencontre avec ces individus et pourquoi eux c'est pas les... comment vous avez travaillé avec eux? Alors, c'est pas les mêmes qui jouent dans le film et ceux qui ont oui, tout à fait, oui. Voilà, c'est pas les mêmes qui ont participé à l'écriture. Enfin, quand je dis participer, c'est oui. Sont pas ceux qui la première phase de travail donc d'écriture n'est pas avec les mêmes que ceux qui tournent dans le film. Il y a eu, je pense, parce que le passage il se fait à ce moment-là. Il se fait très précisément une fois que le scénario est écrit. Et puis c'est vrai qu'on parle énormément de cinéma pendant l'écriture du scénario. C'est vrai qu'il y a des partis pris dont je parle à Elisabeth, qu'elle précise, qu'elle me renvoie au niveau du scénario. Donc il y a une pensée cinématographique qui est à l'œuvre également dans son travail d'écriture. Est-ce que justement à ce moment-là, vous pouvez déjà nous les dire? Oui, c'était le savoir que le film était structuré sur 6 monologues, qu'entre-temps ça ne parlerait pas beaucoup, qu'il y aurait volontairement un scénario assez court, et que c'est 60 pages et le film 2h40. Ben oui, pour cette raison. Et j'aurais fait 80 pages, il aurait duré peut-être 4 heures. Et que c'était un récit horizontal. C'est-à-dire que ça, c'était vraiment une chose qui était très... C'est une chose qui avance. C'est un travail sur l'horizon. L'horizon d'un plan, l'horizon d'un personnage, l'horizon d'un avenir qui se bouge, qui se débouche, qui se rebouche, qui se dévoile. Et c'est cette idée d'avancer de manière horizontale, pas du tout de manière verticale. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'événement tout à coup... de retournement de situation. C'est pour ça qu'on lâche des gens au fur et à mesure, parce qu'une fois qu'on quitte la zone d'attente, on revient pas en arrière, on continue à avancer, on lâche Antoine. Il y a des personnages qui disparaissent au fur et à mesure aussi, parce qu'on continue à avancer vers l'horizon, qui n'en finit pas d'ailleurs, comme tout horizon. C'est pour ça que le film se termine pas également. Et l'idée donc c'était une scène, puis une autre, enfin des blocs qui avancent. Et à l'intérieur de ça, une volonté que la verticalité soit leur corps et leurs paroles. On a beaucoup aussi parlé de quel traitement des scènes de violence. Voilà, par exemple au niveau de l'écriture, moi je sais que j'ai commencé par les monologues et j'ai attendu la dernière minute pour commencer le début du film, enfin le début du scénario. Et j'étais très mal. C'est une période qui a été vraiment très douloureuse pour moi, d'avoir à écrire des paroles, des insultes racistes. Bon. Et là, on en parlait beaucoup. Je disais, mais ils sont muets. Les gestes seulement. Et quoi choisir dans toutes ces insultes? À quel moment ça peut parler? Est-ce que ça ne va pas jouer contre la fouille à nu, par exemple, n'est pas du tout... la fouille à nu était une scène que j'ai réécrite, etc. Parce que c'est une scène où il y a beaucoup de violence. Dans la réalité,
c'est l'humiliation est beaucoup plus grande, etc. Quels sont les choix qu'on a faits? Comment on élimine les choses? Et par exemple, à un moment donné, on garde seulement le regard de celle qui est à l'extérieur et qui regarde. Alors qu'elle parlait beaucoup, elle a beaucoup de textes, ce qui est étrange. Parce que chaque fois que les demandeurs d'asile me racontaient cette histoire de fouille à nu, il y avait toujours 2 policières et une policière à l'extérieur qui, tout à coup, arrivait et avait une parole assez brutale et pour faire signer. Et donc les humiliait beaucoup par la parole et les avait donc regardés à l'extérieur, se déshabiller, etc., etc. Et donc ce regard, et c'est là qu'il y a une proposition, déjà même avant le tournage, parce que le texte a sauté au tournage. Mais déjà Nicolas me disait au moment de l'écriture, j'ai l'impression que son regard, ça va être un jeu de regard. Donc les scènes se transformaient. Le statut de la violence a été très important. Ainsi que le tarmac, où il y a beaucoup de détails de ce qui se passe, mais la caméra ne va pas dans ces détails. Il y a une femme dont on arrache la robe, enfin tout ça, mais on n'est pas allé enfin chaque action sur le tarmac était des actions écrites, beaucoup d'actions écrites. Bien évidemment, dans le tournage, dans la précipitation, parce que c'est des scènes extrêmement difficiles à tourner quand même. Mais le fait que c'était cadré de la même manière que quand Papy lui soigne la plaie. C'est-à-dire qu'on n'entre pas, on ne joue pas de la violence, on ne participe pas de la violence. Bon, ça, c'est des choses qu'on a parlé donc, beaucoup que les choses, avant. On ne filme, c'est que on ne filme pas. Ce qui est compliqué, c'est que quand tu es dans une situation où on se dit on va filmer des choses écrites. Assez écrit ça, ben donc je vais filmer ça. Assez écrit ça, oh ben je vais filmer ça. C'est que la relation de travail entre nous, c'est qu'Elisabeth écrit ce qui permet de filmer. C'est pas du tout pareil, quoi. Elle écrit une chose très précise, qui très souvent, d'ailleurs, je dis c'est infilmable. Comment tu veux que enfin, je sais pas comment faire. Et du coup, ça m'oblige à chaque fois justement d'avoir une écriture cinématographique, de travailler la forme énormément, parce qu'il suffit pas de filmer une chose écrite pour qu'elle soit intéressante, ou d'assembler 5 choses écrites pour qu'il y ait une scène. Il y a une scène écrite, alors voilà, il y a une série de choses qui se passent. Après, on sait que, pour moi, par exemple, il n'y a pas du tout d'espace préexistant, le film. C'est-à-dire quand la scène du tarmac, je n'imagine pas que le tarmac existe avec un avion dans l'espace et un car qui arrive et que c'est dans l'espace réellement et comme au théâtre par exemple, et qu'il faut voilà, que j'entre dans cet espace et que je filme ce qui se passe. Je pense que la scène c'est une succession de plans et donc je travaille ce qu'on voit dans chaque plan. Et c'est l'assemblage des plans qui crée un espace dans la tête du spectateur. C'est pas un espace préexistant dans lequel je rentre, comme le squat. Et donc, par exemple, avec ce genre de choses, je décompose une scène. D'ailleurs, plus ça allait, plus je décomposais en un plan. Enfin, plus il y avait un plan. Et pas trop de plans à l'intérieur. Et du coup, il y a le fait que toute l'écriture, finalement, à un moment donné, devient autre chose, devient des corps, devient du temps, des silences, de la chaleur, de la lumière, un angle, rien qui se passe, une parole. Et voilà, mais je n'aurais pas pu, je crois, faire le film si je n'avais pas accompagné Elisabeth dans le processus même de l'écriture. C'est là et le passage, c'est le choix des acteurs, parce que c'est là que moi je m'approprie complètement le film. C'était que je savais que je cherchais. C'est à partir du moment où je sais qui je vais filmer que ces rapports amoureux quoi s'installent aussi entre moi et eux et le film quoi. C'est-à-dire que c'est un choix, c'est un truc insensé de décider c'est lui, c'est elle qui sera ce personnage. Tu vois, ça impose beaucoup de choses quoi. Tu peux pas tricher avec ça. Et je crois qu'on ne filme que des choses qui existent déjà. C'est-à-dire que fallait que Blandine ait cette
capacité de résistance dans le silence. Il fallait qu'elle ait un silence extrêmement habité, qu'elle soit là et absente en même temps du cadre. Il fallait que Papy C'est ça, Papy, par exemple. soit aux aguets. Quand tu l'as rencontré, ça, je n'étais pas là quand il y a eu parce que ce casting, il y avait plusieurs papys qui étaient déjà, qui étaient peut-être même plus jeunes que lui. Et puis tu m'as dit un jour, ça y est, j'ai rencontré Papy, je l'ai vu. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Et j'étais très surprise quand j'ai vu le Papy, pour Nicolas, Adama, c'était Papy. Oui, parce qu'au fond, encore une fois, il suffit pas de filmer des choses visibles pour que un film soit intéressant. Mais c'est parce que je sentais que son corps, son regard, son rythme ouvrait sur quelque chose que je ne me lasserais pas de filmer. Parce que le problème, c'est quand le personnage est très vite défini. Quand tu vois quelqu'un, tu peux rencontrer, parce qu'il y avait des jeunes couples. Il y avait des papys et des Blandines beaucoup plus jeunes qui étaient assez émouvants parce qu'ils étaient tout jeunes. Sauf que une fois que tu vois ça et une fois que tu as filmé ça, quand on recommence 2 jours après ou 3 jours après, il y a quelque chose qui est épuisé parce qu'au-delà de simplement cette belle jeunesse, il n'y a pas la profondeur de quelque chose d'indéfinissable mais qui est sans arrêt à l'œuvre en eux. Et quand j'ai vu Papy, j'ai senti ça, que le chemin que son corps, son regard, son rythme était une ouverture vers quelque chose dans lequel je savais que je ne finirais pas je ne me lasserai jamais, je ne trouverai jamais d'ailleurs une opacité dans laquelle extrêmement attirante. Voilà, une opacité. Il n'y a pas de solution. Ce qui est beau, c'est je trouve, c'est les gens où il n'y a pas de solution. Et Blandine, ouais. Quand la comédienne que vous aviez, qu'on avait fait travailler, qui avait été vraiment, qui devait faire le film, est arrivée, je sais pas, 2 mois avant on a trouvé 2 mois avant. Et elle a annoncé qu'elle était enceinte. Donc 3 semaines avant le tournage. Avant le tournage. Elle venait essayer ses costumes. Et elle voit Nicolas et elle lui dit, voilà, je suis enceinte de 6 mois. Mais évidemment, elle peut pas faire le film. Donc il a fallu trouver le personnage principal en 3 semaines. Et là, Nicolas m'a dit, je crois qu'il n'y a que toi qui peux y aller. Ah, oui, tu peux la trouver. Nicolas avait toute l'organisation du film sur le dos. Et donc, je suis allée à Château-Rouge. Et j'étais dans la rue. J'étais avec un ami, il est congolais. Parce que je voulais, à l'époque, on voulait absolument qu'elle soit congolaise pour qu'elle puisse parler en lingala avec son mari dans les moments intimes où ils sont tous les deux. Parce que, il y avait un principe aussi dans le film. Quand ils sont du même pays ou de la même ethnie ou ils parlent dans leur langue. Et c'est comme ça que ça se passe dans un squat. Hein. Quand ils sont 6 dans une pièce et ils parlent français. Mais dès qu'ils sont à 2 du même pays, ils vont parler dans leur langue. Mais si je suis là, ils vont parler français. Bon, voilà. Donc, on voulait garder ce principe.